Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. Et ouais mon gars, c'est comme ça, c'est ainsi. T'entends ? On a fait un sondage IFOP avec des questions très orientées et il en est ressorti que effectivement First Print est votre podcast comics préféré. Voilà, c'est dit, c'est écrit noir sur blanc, mais nous sommes aujourd'hui en présence de l'ami Corentin. C'est moi. Pour vous parler de comics qu'on a lus récemment. Bah oui. C'est le retour des Back Issues avec une émission dédiée à la VO. Et voilà. Ça fait quelque temps qu'on ne vous avait pas proposé ce format, puisque avec tous les Super Friends et programmes très chargés de fin d'année que nous avions, eh bien on n'avait pas trouvé forcément le temps de se poser, de bouquiner et de prendre nos micros pour vous faire notre petite revue de chroniques comics. Mais voilà, c'est un début d'année relativement calme. Enfin voilà, c'est le calme avant la tempête, puisque bientôt il y a plein de choses qui vont arriver et on a tous très hâte de vous proposer les podcasts qui vont venir dans les prochaines semaines. Et en attendant, on essaie de trouver le temps un petit peu pour remettre en avant quelques sorties, donc du côté de la VO. Puis on reviendra aussi très prochainement pour vous parler quand même de tout ce qui sort en VF, parce qu'il y a aussi un début d'année, ma foi, qui est quand même assez intéressant. Mais avant donc, un peu d'anglais. Do you speak English, Corentin? I do. Oh, that's very fine. Donc, allez, d'accord. Écoute, on va pouvoir le faire tout en anglais si tu veux, mais on va commencer à parler donc de comics qui sont sortis récemment avec le premier numéro abordé dans ce podcast qui est un certain Swamp Thing Green Hell L'enfer vert de Jeff Lemire et Doug Mahnke. Donc une nouvelle sortie dans le DC Black Label, qui est donc le label autorisant de DC Comics, c'est-à-dire que généralement ils appellent un auteur, lui font tu veux un truc carte blanche et tu fais ça en 3 numéros en série limitée et avec un format de luxe, et après l'auteur il fait oh oui j'ai bien envie de faire ça, est-ce que je peux faire Batman? Et sauf que pour cette fois ce n'est pas Batman qui a été choisi comme personnage. Exactement. C'est donc Swamp Thing, c'est mieux. La créature du marais par Jeff Lemire, qui s'était illustré quand même on va dire dans les premières années. Aussi, c'est vrai. Oui, mais il s'est illustré lui-même. Royal City, ça s'appelle. C'est vachement bien. Alors c'est effectivement. Jeu de mots. Ouais. Mais du coup, c'était. T'as vu comment c'est gênant quand quelqu'un fait un jeu de mots pourri en face de toi et que t'es obligé de réagir? T'as vu? Tu vois mon quotidien, Arnaud? Ouais, mais c'est pas tellement ton quotidien parce qu'on se voit pas tous les jours non plus, donc je pense que tu exagères un petit peu la situation. Mais c'était illustré à l'époque. Ce que je voulais dire, c'est que Jeff Lemire s'était illustré dans ses premières années chez DC Comics avec superbe run de Swamp Thing avec un superbe run de Animal Man qui était fait en parallèle avec le Swamp Thing de Scott Snyder. Tout à fait. Il y avait eu donc un crossover Rot World en fait, et les deux auteurs avaient développé vraiment bien mis en avant toute cette mythologie autour des trois forces qui régissent le vivant et le mort, enfin la nécrose. Oui, la nécrose, ouais. Donc c'est la VF officielle, je crois. C'est ça, c'est The Rot. Le vivant et le non-vivant. Donc sur Terre, on a donc le Red qui est le règne animal, le Green pour le règne végétal, et donc The Rot qui est le règne du monde mort, de la pourriture, de la nécrose. Et en fait, les trois interagissent ensemble pour maintenir une forme d'équilibre et de statu quo, qui est celui que l'on connaît actuellement. Sauf que dans Green Hell, en fait, on est dans un futur plus ou moins lointain et qui est un peu un décalque, une projection de notre présent, où en fait, l'humanité a quand même fait beaucoup trop de conneries. La crise climatique, elle s'est accélérée et du coup, on vit dans des villes un peu nulles et le règne animal et le règne végétal sont quand même en difficulté, tout simplement. Et donc, une décision va être prise, c'est il faut buter l'espèce humaine. Ce qui, en soi, est une décision plutôt compréhensible. De la part du vivant, oui. De la part du vivant, voilà. C'est vraiment une illustration de la nature va décider c'est Mère Nature qui corrige un peu l'erreur que représente l'espèce humaine et ses actions sur la Terre. Sauf que qui va avoir la tâche de détruire l'humanité? Et bien du coup ils font un pif collégramme bourré ratatam et c'est donc le Green puisqu'en fait la nécrose veut pas s'en occuper, le Red dit qu'il peut pas s'occuper des humains parce que ça fait partie du vivant, son propre sang, voilà, c'est son propre il peut pas, et donc c'est au Green de s'en occuper. Donc le Green recrute un nouvel avatar du Green pour décimer l'humanité. Et donc grosso modo les prémices de ça, c'est que le Swamp Thing original va peut-être devoir lutter contre son propre parlement, on va dire, pour protéger l'humanité qui pourtant ne le mérite pas. C'est un peu la proposition, le pitch de départ de ce Swamp Thing Green Hell
Qu'en as-tu pensé, très cher Corentin? Je vais pas être très surprenant, j'ai adoré. Il est pas surprenant du tout. Je suis pas Corentin, surprenant, je suis très prévisible par rapport à Swamp Thing, Jeff Lemire et l'Apocalypse. Moi, en général, tu vois, c'est mon dada, tout ça. Ça a un peu coché le bingo de tes attentes. Ouais. Enfin, on parlera d'autres titres qui ont coché le bingo de mes attentes dans cette sélection, mais effectivement, je pense que Green Hell, si on doit dire ce qui est de bien récemment, je pense que c'est une des meilleures lectures qu'il y ait actuellement, même pour Jeff Lemire, je trouve. Parce que de ce qu'il a fait récemment, il y avait quelques trucs qui étaient vraiment bien, mais on est toujours un peu dans le cycle. On l'a déjà dit à plusieurs reprises, la saga familiale qui l'obsède, le fait d'être parent, même dans Killer Smile, c'était déjà ça avec un père, ses enfants, et en interview, il expliquait la peur qu'il avait, lui, de voir ses enfants grandir, être confrontés à la violence du monde des adultes, et comment lui, justement, ça pouvait lui créer des crises d'angoisse et tout. Même on voyait Mr. Smiles, qui était encore une fois une projection du Joker dans le monde de l'enfance. Ouais. Donc c'est toujours un peu comme ça les routines de Jeff Lemire. Macebook aussi, qui était clairement, littéralement, parce que c'était un père qui a perdu sa fille et qui est. Macebook, on dirait un algorithme qui a créé genre en digérant toute l'histoire de Jeff Lemire et un truc comme ça. C'est ça, c'est l'algo Jeff. C'est ça. Et même récemment, Sweet of the Return, qui était bien, mais qui était pas non plus. C'était bien. C'était un bonus sympa. Ouais. C'était pas extraordinaire. C'était une conclusion, c'était un épilogue. Littéralement un bonus parce que ça ne remet pas en question ce qui s'est passé avant. C'est juste, si on devait faire une suite, voilà ce que ce serait, etc. Que là, quand même, le revoir, faire comme tu dis, alors pas du Swamp Thing, mais taper dans la ligne dark, comme on disait à l'époque, la ligne sombre de DC Comics avec ces super-héros qui flirtent avec l'horreur, qui flirtent avec des thèmes plus ésotériques, qui, moi, représentent tout ce que j'aimais quand j'ai commencé à lire des comics de super-héros, avec Vertigo, avec l'extraordinaire run d'Animal Man de l'époque, de Morrison, de Milligan, etc. Là, on est vraiment là-dedans, au sens où c'est une histoire qui est assez désespérée. Alors, il commence avec ses thèmes de prédilection, c'est-à-dire qu'on a un père et sa fille, voilà, donc il est dans ses petits chaussons. Et en fait, toute l'histoire bascule dès le moment où, justement, les parlements commencent à se parler entre eux. Et cette planche, justement, où on a le cadavre d'une mouette qui parle avec l'herbe, qui parle avec les mouches qui viennent. Ouais, c'est trop bien. D'énormes zooms. Et tu vois, en fait, oui, précisément, cette espèce de réflexion, si elle devait être consciente du moment où les ouragans, ou les séismes, au moment où les bestioles commencent à crever, on manque de protéines animales, etc., où on manque d'abeilles et compagnie, en fait, t'as l'impression, grosso modo, que toute la nature se met d'accord pour dire, bon, allez, il y en a marre. Ça suffit, ouais, les gars. C'est ça. On vous a dit de plus rouler en SUV et de plus prendre l'avion pour aller juste faire un trajet Chicago-Paris. On vous a dit d'arrêter de faire tourner des avions à vide juste pour regarder des créneaux horaires. On a dit, s'il vous plaît, les fusées, pour les millionnaires qui veulent voir les étoiles dans l'espace, ça consomme quand même beaucoup de carburant, ça sert à rien, on arrête. On vous a dit arrêter les NFT puisque ça consomme l'équivalent d'un pays, de pays en voie de développement. On vous a dit, écoutez, Adam McKay, vous avez répondu, c'est pas subtil. Ouais, c'est ça, les gars. Voilà, ce cadeau. Et comment on en profite pour un peu se décharger de pas mal de trucs qui nous énervent. Et finalement, voilà, c'est une série, comme je l'avais dit quand on avait parlé dans un front page de Mobilis, de Nemo, enfin, Mobilis de Point Nemo de Johnny Bach. My Life with Nemo, ou plus tard. C'est une histoire qui, en fait, ne s'embarrasse plus à essayer d'imaginer un monde futuriste qui aurait réussi à triompher du réchauffement climatique. Là, on parle vraiment du fait que l'eau monte chaque année, qu'il n'y a plus de réserve de nourriture. C'est très désespéré, hein. Il y a peu d'espoir à l'horizon pour l'humanité. C'est quand même très post-apocalyptique. Complètement. Oui, mais même un côté Walking Dead avec le côté l'homme est un loup pour l'homme, les brigands qui viennent choper les réserves de nourriture des gens, etc. Et effectivement, l'allégorie du Swamp Thing qui redevient un truc écolo, ce qui avait déjà été le cas dans le Swamp Thing Future State de Ramvi et Mike Perkins, je crois que c'était déjà Mike Perkins, qui était génial, déjà où t'avais en plus ce côté à l'écolone qui a toujours été au croisement entre être un homme, c'est quoi, être un membre du vivant de la nature, c'est quoi, et comment moi je vais devoir essayer d'être une sorte d'entre-deux pour que ces créatures-là se comprennent entre elles. Là, ça revient. Il y a un caméo. Il y a un personnage qui apparaît en fin de numéro qui me fait extrêmement plaisir. Bah, bien sûr. Ouais. Voilà. Même, je trouve que Manke est plutôt en forme parce que Manke, bon, il est quand même connu pour ses gueules pas possibles avec ses yeux exorbités et tout. Là, il fait un vrai effort, je trouve, pour casser un peu sa dynamique de trait. Alors, ça aide qu'on n'est pas dans un truc de super-héros. Du coup, tout le monde n'est pas surgonflé, hypertrophié. Ouais. Les personnages font vraiment plus humains. Alors, il y a quelques scènes où on reconnaît ses yeux très brillants, ses yeux de psychopathe qu'il fait à chaque fois. Mais dans l'ensemble, c'est quand même plutôt bien dessiné. Le plan avec l'île, il est super agréable. La créature elle-même, elle est assez monstrueuse. Il a bien réussi à faire, tout en étant assez classique, un Swamp Thing qui est justement assez bestial. Ouais, et puis il y a la scène, enfin voilà, on va vous le dire, hein, sans spoiler, mais il y a quand même des passages extrêmement violents, pour coup. Enfin, c'est super graphique et c'est une série d'horreur. C'est trop bien, en fait.
Enfin, franchement, non, mais c'est Arnaud aime con. beaucoup la violence, faut savoir. Ouais, oui, non, mais j'aime beaucoup l'horreur. Et en vrai, bah, moi, ça m'a quand même rappelé aux grandes heures, justement, de Rothworld, du Animal Man, de Lemire et du Swamp Thing de Snyder, où c'était quand même très horrifique à l'époque pour une publication finale d'un éditeur mainstream. Et donc là, forcément, on est dans le Black Label, donc il y a voilà, ces cartes blanches un peu sur ce genre de thématique. En tout cas, sur la violence, ça l'a toujours été. Mais ça fait du bien, tu vois. Pour moi, enfin, Ouais. parce que et puis ça fait vraiment en mode fléau vengeresque, tu vois. C'est fléau vengeur, c'est trop cool. Mais pareil, Manke, il est fort là-dedans. C'est comme sur The Mask, tu sais, je crois que t'avais Oui, bah bien sûr, oui, The oui, Mask c'est vrai. Lobo. Ouais. C'est un gars qui sait justement aller vers le côté un peu gruesome, un peu cruel et très anormalement violent, justement, alors qu'en fait, tu pourrais faire ça autrement, etc. Oui, ça pourrait être. Non, mais même ça pourrait s'étaler sur moins de planches, tu vois, parce que voilà. Oui, tu pourrais avoir des corps moins découpés, moins décharnés. Au bout de la cinquième, tu dis bon, on a compris. Sauf que moi, je fais, vas-y, donne-moi plus en fait. Je suis trop mais content. quelque part, voilà, il y a le petit truc frustrant, c'est que comment dirais-je, moi, si tu veux, je suis un baiser de cette mythologie du Rod, du Dark. Ouais, c'est trop bien. Et quand tu vois en fait les différents parlements, t'as le parlement du Raid, tu vois, qui est des créatures vraiment c'est très unicellulaire, bestial, kaiju. On dit un peu les boss de fin de Hellboy pourri, du film Hellboy pourri là. Et ça, j'aimerais que ça se développe dans les numéros suivants. Moi, je pense que ça va être le cas. En fait, c'est plus métaphysique parce que c'est là que le Swamp Thing est plus intéressant en fait. Ouais, c'est ce que je me suis fait à la réflexion quand même au sortir du premier numéro parce que j'étais quand même très enthousiaste. Et puis après, je me suis rappelé que c'est une série en 3 numéros, comme quasiment tous les produits en fait du Black Label. Et c'est là que je me suis dit non, mais ce qui est quand même dommage au final avec les titres du Black Label, c'est que ouais, c'est quand même trop limité à un format. Bah oui. Et j'ai quand même peur, même si j'ai kiffé cette première lecture, j'ai peur que ça aille pas très très loin en fait et qu'on se limite après à une forme d'affrontement grosso modo entre deux entités, tu vois. Et si on devait parier, c'est numéro 2, il bastonne le Swamp Thing, numéro 3, il va voir le Parlement, il leur dit l'humanité finalement ils sont pas si mal, et puis laissez les crever tranquilles. Et espérons que ça ne finisse pas là-dedans. Non, moi en fait c'est vraiment justement un des grands défis des auteurs modernes quand ils se positionnent sur ces sujets-là, c'est et qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a dit en fait qu'il y avait l'amour, qu'il y avait tous ces machins-là, etc. Ok, bon, on a compris, en fait, l'être humain n'est pas que une sale race d'enfoirés démoniaques qui mérite l'apocalypse. Parce qu'il y a des gamins qui sont sympas et qui jouent au ballon dans la rue, mais une fois que t'as posé cette espèce d'allégorie... Ouais, mais tu sais que c'est gamins qui jouent au ballon dans la rue, 10 ans après. C'est des futurs électeurs de Zemmour, je suis d'accord avec toi. Non, je veux dire, ils se mettent au NFT, tu vois. Mais... Oui, c'est vrai. Aussi, oui. Bah ouais, mais après, à la limite, je préfère... Enfin, tu vois, franchement, franchement, alors tu préfères voter Zemmour ou faire des NFT? Franchement, c'est chaud. Non, quand même, je préfère faire des NFT, personnellement. Tu vois, sur l'échelle de la connerie, t'as 11 sur 20, t'as 11 sur 10 pour le Zemmour et t'as 7,5 sur 10 pour le NFT, tu vois. Et un peu au-dessus, t'as les fans de Hermitage. Non, je rigole. Je plaisante, je vous aime bien, évidemment. Mais ce que je voulais dire, non, mais tu vois, voilà, c'est le côté, tu vois, c'est comme dans le 5e élément. Tu te souviens, il y a ce moment où la météorite arrive sur la Terre et le personnage principal qui est joué par Milla Jovovich, elle a vu dans l'histoire humaine les nazis, la colonisation, tout ça, tout le truc affreux qu'a fait l'humanité. Et elle se dit mais à quoi bon, je vais les sauver, etc. Et puis à la fin ils se font un bisou, mais il y a l'amour aussi, c'est pas mal l'amour et hop on va. Voilà. C'est le 5e élément justement. Exactement. Mais il y en a marre en fait de cette espèce de conclusion facile en mode l'humanité peut être sauvée parce que finalement on est quand même des gens sympas, etc. C'est comme dans Eternals, hein. Exactement, ouais, complètement. Et à la fin, t'as envie de te dire, est-ce qu'il y a des auteurs qui vont, justement, c'est là que j'aime bien, moi, dans le Look Up, sans vous spoiler ce qui se passe, c'est que c'est pas si facile que ça. Tu peux pas juste te dire, ouais, un coup de baguette magique et c'est bon, on a résolu le réchauffement climatique. C'est un débat qui est beaucoup plus large que ça. Et je pense que les artistes ont une responsabilité, tu sais, je crois que c'était Alan Moore qui avait dit ça. Si Charlie Brooker ne voulait pas que le Premier ministre d'Angleterre couche avec un cochon, il l'aurait pas écrit dans Black Mirror. Parce que quand t'écris un truc, il y a toujours une notion prophétique de tu montres aux gens une voie à suivre, tu montres aux gens que cette réalité-là est possible dans un imaginaire. Et après, il faut qu'ils recoupent pour y arriver. Donc là, quand tu commences Green Hell, tu te dis ouais, ok, je vois très bien effectivement la réalité dans laquelle ça se passe. Et maintenant, quelle solution le scénariste va trouver à ce problème-là, quelle perspective il nous donne, quel monde il nous fait imaginer. Si c'est juste ou un combat de kaiju de Swamp Thing, moi ça me va déjà pas mal, tu vois, je suis content. Mais par rapport justement aux questions qui sont posées là-dedans sur le côté l'humanité a vraiment fouque-toupe, peut-être qu'il est temps d'aller un peu plus loin que juste ouais mais regarde il y a la gamine elle est cool et tout. Parce que si c'est juste ça, effectivement je vais être un peu déçu. Mais quand même très beau démarrage, très beau mannequin. Franchement les détails sur le bras de Swamp Thing, tu vois, où il te fait vraiment. De toute façon Swamp Thing c'est tellement du porno pour les bons dessinateurs. Ça c'est le moment où tu peux vraiment t'amuser, créer. Faire des trucs géniaux. Enfin, moi, je suis content, vraiment. Ouais, non, vraiment très bonne sortie. J'aime bien voir Jeff Lemire qui fait pas que du père-fils.
du orphelin parent. C'est ça, qui essaie de faire un petit peu autre chose. Donc voilà, très bon retour aux affaires chez DC Comics de Jeff Lemire, et qui sera certainement le dernier ou l'un des derniers projets chez l'éditeur Adult, puisque maintenant il est exclusif chez Image Comics et il continue juste ses projets en Creator Owned. Donc profitons-en le temps que ça dure. On continue du côté de chez Marvel. Chez Marvel, il y a pas mal de choses qui se passent et il faudra qu'on vous fasse un peu un topo sur des séries régulières. Mais pour l'instant, on se concentre sur un titre un petit peu à part de la continuité des super-héros pour s'intéresser au King Conan de Jason Aaron et Mahmoud Asrar, donc qui est à l'instar peut-être même du King Thor qui venait conclure son run il fut un temps sur ce personnage. C'est une mini-série qui vient à la suite du court run de Jason Aaron sur Conan, qui avait été lancé en 2018 je crois, qui est arrivé en 2019 chez Panini Comics et qui était déjà avec Mahmoud Asrar, et donc il reprend en fait des idées à la fois des écrits de Robert E. Howard, mais aussi en fait des quelques passages de sa précédente maxi-série, et grosso modo qui essaie de faire une petite synthèse avec une histoire où Conan se retrouve sur une île bizarre, échouée. Là, il y a un sorcier qui est l'un de ses ennemis jurés qui le retrouve. Totamon, qui le retrouve, et il y a un affrontement. Et en fait, la nuit tombe, il y a des squelettes qui se réveillent, on ne sait pas trop pourquoi, et grosso modo, les deux vont plus ou moins devoir s'allier pour combattre ces forces-là, et en même temps, t'as beaucoup de scènes de flashback qui expliquent en fait qu'est-ce qu'il a fait, c'est le fait qu'il soit devenu roi, parce qu'il y a dans la mythologie de Conan, à un moment, il devient roi, et mais c'est des passages pas forcément pris dans l'ordre chronologique, puisque c'est aussi toujours une particularité de cet univers, c'est que les récits n'ont jamais été écrits, c'est ça, dans l'ordre chronologique. Tout à fait, en fait. Mais il y a même des débats sur quelle est la vraie continuité de lecture des récits de Conan. À noter quand même, parce que tu dis Robert E. Howard, il y a aussi un point de détail qui est important de rappeler dans la mythologie Conan, c'est qu'il y a eu beaucoup de réécriture, il y a beaucoup de pastiches, il y a eu beaucoup de parodies, même il y a eu beaucoup de continuations, comme les récits arthuriens, comme Sherlock Holmes, etc. Mais il y a un couple d'auteurisses qui a vraiment contribué à la suite de la mythologie de Conan, qui sont Elsprague de Camp et Lynn Carter, qui eux sont considérés comme canoniques, parce que c'est ceux qui ont le plus produit et qui ont vraiment continué le truc. Donc, dans la mythologie de Robert E. Howard, par exemple, Totamon et Conan ne se rencontrent jamais. Donc, c'est le premier vilain de la première nouvelle, mais il est en arrière-plan, un peu comme Moriarty, et on apprend plus tard qu'il revient, mais il n'est pas présent physiquement. C'est ce qu'évoque Asrar, qui lui, Aaron, qui se réfère plutôt a priori à Robert E. Howard pour écrire, et qui va au-delà de ce que Howard avait. Oui, c'est ça. En fait, il extrapole des idées qu'il a pu retrouver dans ses textes. Parce que dans la fin de la saga de Howard, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, on n'est pas des conanovores, des connaisseurs, non. Des connoisseurs, des connoisseurs. Ouais, je sais pas. Il y a un truc à faire. Ouais. Parce que le fils de Conan s'appelle Con, donc quelque part, il y a peut-être un truc à faire. Avec d'autres blagues à faire. Donc, a priori, dans la fin du run de Howard, dans la fin canonique, chronologique, Conan, qui est devenu roi de Aquilonia, qui donc règne, fait un gosse, fait la guerre aux Pictes, etc., finit par s'emmerder, he grows weary of the throne, et il part à l'ouest pour aller, les États-Unis, pour aller explorer les terres qui n'ont jamais été explorées jusqu'ici, en imaginant qu'il y a un continent secret, etc. Donc là, quand l'histoire démarre, son bateau s'est échoué, a coulé, et lui s'échoue sur une île peuplée de morts vivants. Il va croiser Totamon, ce qui a très peu de sens par rapport à ce qui se passe. Ils vont faire bagarre, etc. Et comme tu l'as dit, à la façon de Aaron classique, il y a toujours deux temporalités. C'est son gimmick de scénario à lui, il y a toujours deux temporalités. Même dans l'Évangile, il y a deux temporalités, voilà. Il fait d'un côté les souvenirs de Conan, c'est même trois temporalités, parce qu'il fait d'un côté les souvenirs de Conan qui sont des pages pleines, qui sont juste écrits comme des couvertures de numéros, en fait, quelque part. Et c'est là que Asrar se colorise tout seul. Parce que sinon, le reste du temps, c'est Matt Wilson, je crois. Ouais, c'est Matt Wilson, ouais. Ouais, et pour les meilleures pages, de toute façon, c'est celles où il se colorise tout seul, Asrar, qui sont vraiment super belles. Elles sont ouf, quoi. Enfin, même il y a des designs de créatures et de monstres qui sont. Les bestioles à la tête d'araignée, les nanas nubiennes. Je sais pas exactement à quoi ça fait référence, parce que, encore une fois, j'ai pas tout lu, mais tu sens que s'il a des moments qu'il a vraiment pris dans la bibliothèque de Conan et tout. Des jolies petites peintures. Je pense que les planches originales doivent être complètement ouf. Elles sont merveilleuses. Je m'étouffe tellement c'est merveilleux. Donc, il y a ça. Il y a effectivement le moment où Conan du coup s'ennuie parce qu'il devient vieux, parce que être roi c'est de la diplomatie, c'est de la politique, lui c'est un guerrier, c'est un aventurier, il se retrouve sans nouvelle terre à explorer, sans nouveaux combats à mener, il se fait chier, il veut aller se taper dans les bars, mais bon c'est le roi, faut quand même faut arrêter maintenant. Et son fils qui est beaucoup plus diplomate que lui et qui est beaucoup plus
Sage en fait, il n'y a pas ce côté tempétueux, sulfureux, etc. Conan est un peu déçu parce qu'il se dit mais quelque part j'ai un peu élevé un gosse de riche. Il sait pas lui se taper, il a pas été faire la guerre comme moi, etc. Donc peut-être qu'en fait il est pas fait pour être roi. Conan le boomer. Ouais, non mais clairement. Alors j'ai vu beaucoup de commentaires parce qu'il y a déjà eu en fait plusieurs essais sur le monde du roi Conan. C'est pas du tout la première série qui s'appelle King Conan. Hein. Il y a déjà eu la trilogie de alors c'était Thomas Durello et Timothy Turton, je crois, un truc comme ça chez Dark Horse. Donc c'est trois séries qui racontent justement l'âge vieux de Conan, mais qui imagine qu'il ne part pas de Aquilonia. Il est juste vieux, il est barbe blanche et tout. Il continue à être très très fort, etc. Mais voilà. T'avais Roy Thomas qui avait fait une série King Conan qui justement parle plus de son règne à Aquilonia et comment il élève son fils, etc. Et pour beaucoup de fans, en fait, l'écriture de Aaron, et c'est vieux, hein, c'est très vieux comme critique, c'est dès les débuts, beaucoup de gens trouvent, on va dire, que Aaron écrit un peu Conan comme le barbare de Nahal Buck. C'est-à-dire, grosso modo, il veut juste boire, baiser et se taper. Et il n'a pas du tout ce côté grand, ce côté intérieur, ce côté... En fait, il est beaucoup plus malin qu'il n'y paraît. Là, effectivement, Conan, c'est une bête. Hein, c'est une bête qui maintenant vit en cage et qui donc veut retrouver le goût du terrain. Donc c'est pas mal. C'est pas mal écrit, c'est bien dialogué. Effectivement, le problème, c'est que c'est toujours un peu... en anglais, on dirait one note, tu vois, c'est-à-dire que c'est toujours un peu le même ton. C'est Aaron, vraiment, il écrit toujours Conan de la même façon. On dirait qu'il n'a pas du tout évolué depuis le début, il n'a pas du tout pris mais quelque part, ça maturité. ça fait de la continuité aussi, tu vois. Ça reste une forme d'écriture un peu en certaine cohérence. Voilà, Oui, non, mais c'est cohérent, c'est sûr. Après, je te dis, le problème, c'est que t'as l'impression d'avoir déjà lu ça, alors qu'à la limite, le Thor, quand même, King Thor, c'était vraiment l'accomplissement d'une très très longue route. Thor Odinson qui avait eu une famille, qui avait eu une descendance, qui était tombé vraiment fou amoureux de Jane Foster, t'avais le combat final, etc. Là, ça fait vraiment en plus, en fait, limite ça pourrait ne pas être une fin de run parce que même Conan n'est pas si vieux, il a des petits poils blancs dans la beubare, mais il est pas aussi vieux que justement chez Dark Horse quand il était au stade de King Conan. C'est très beau, ça fait très magazine en fait. Je pense que c'est là qu'Aaron trouve son énergie. Il écrit vraiment Thor comme un personnage mythique, mais aussi un personnage pulp. Hein Conan, t'as dit Thor. Ah pardon. Comme un personnage de pulp. C'est-à-dire que justement les pages de Mahmoud Asrar font très cover de numéro pulp, avec en plus une narration qui est écrasée mais qui a pas de bulle de phylactère et tout. T'as évidemment la vilaine qui apparaît à la fin du 2 et qui vraiment fait très déjà Toris, qui fait très enfin la méchante de récit pulp à l'ancienne, on va dire. Frazetta, ouais. Donc c'est pas mal, c'est plutôt cool. Je suis pas renversé encore. Non, je suis pas renversé. Donc là, il y a deux mini-numéros qui sont sortis de King Thor. Et c'est ça, c'est plutôt efficace, mais effectivement, c'est pas le plus renversant. Après, franchement, je trouve que John Aaron, depuis quelques années, dans le mainstream, c'est quand même plus du tout ce que c'était. C'était, ouais. Même dès les débuts sur Conan, c'était pas non plus renversant, quoi. Ouais, allez, je te l'accorde. Je sais pas, moi j'avais quand même bien aimé ce début de série, surtout que moi je suis vraiment pas un spécialiste de cet univers, donc comme porte d'entrée c'était quand même vachement plaisant. Ouais. Mais après c'est vrai que ça profite aussi parce que t'as Mahmoud Asrar au dessin et que... C'est-à-dire que c'est bien, mais maintenant que tu rattrapes Thor en ce moment, Arnaud, tu vois bien quand même que par rapport à God of Thunder ou ce genre de début, vraiment, toute la période Jane Foster, de toute façon, justement, moi c'est vrai que je me suis enfilé tout Jane Foster en un week-end et tu te dis mais attends, c'est le même qui écrit les Avengers là depuis 3 ans. Tu t'es enfilé Jane Foster? Non, je me suis... On voit bien qu'on fait un cas différent pour le personnage féminin. C'était con. Non, j'ai fait tout le run et ouais, quand tu regardes après depuis 4 ans ce qu'il fait maintenant sur Avengers, tu fais mais c'est pas le même gars en fait. C'est possible. Moi je pense que ça l'intéresse pas. Oui, je pense qu'il s'amuse pas sur Avengers en fait. Hein. Ouais, c'est ça, c'est que c'est même pas très amusant puis je sais pas, quand t'es passé, je suis désolé, pardon, là. Quand t'as vu du Russell Dutterman, il y a un avant et un après, quoi. Franchement, c'est taré, quoi, mais ok. Exactement, mais surtout au-delà de ça, en fait, c'est que je pense que chez Marvel, il a pas l'expression, il a les moyens de s'exprimer pour de vrai. Là, tu vois il les avait. Il essaie de s'amuser, là, tu vois, il joue avec le côté poétique, le côté écriture un peu bourrin, tu vois, où il dit Conan il parle pas, c'est son épée qui parle, elle est très bavarde, tu vois, enfin, ce genre de petites saillies un peu marrantes. Conan qui vraiment veut juste passer sa vie à picoler, à baiser et à se taper. Et le problème, c'est qu'en fait, à un moment donné, t'as envie de dire, c'est comme sur les Avengers, tu te dis, mais c'est long, tu vois, si t'as juste ça à dire, en fait, c'est un peu long. T'as le droit, en fait, de prendre des distances avec ton admiration pour Robert E. Watt, t'as le droit de faire un truc, une vraie fanfic qui évolue. Oui, mais quand tu fais ça, parfois, t'emmènes Conan à Las Vegas et avec les Avengers. Oui, donc, bien sûr. Faut pas non plus tout faire. Tu vois. Il y a tout un monde entre ça et ce que fait Aaron, évidemment. Mais c'est non, il y a deux options. C'est soit tu fais du John Aaron, soit tu fais Conan à Las Vegas. C'est juste pour ceux qui ont lu The Goddamned chez Urban Comics, qui, justement,
était en fait un Conan. C'est-à-dire que Caïn, donc c'est l'histoire c'est une relecture de la Bible dans un monde de fantasy, on va dire. Caïn, donc celui qui tue Abel, son frère, et qui est du coup le premier meurtrier. Oui, on peut dire Caïn. Bah si. Caïn. Il y a des trémas sur le i. Oui, c'est Caïn. Mais j'en ai rien à foutre. On dit c'est. Au catéchisme, on disait Caïn, mon pote. Mais non. D'ailleurs, dans la légende des siècles, Victor Hugo utilisait Caïn pour faire la rime avec un autre truc juste avant. C'était pas des vrais cours de catéchisme alors. Écoute. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Tu me fais rien à foutre. Donc, ils n'existent pas, ces gens, Arnaud. Donc, voilà, c'était déjà une sorte de Conan le barbare dans un contexte biblique, en fait. C'était même très littéralement ça. C'était un héros solitaire qui aimait bien se bagarrer, qui n'avait pas vraiment d'origine définie, qui avait un lourd secret et tout. C'était du Conan le barbare. Et c'était beaucoup mieux fait. Et c'était même beaucoup plus beau, entre guillemets, parce que, respect à Mahmoud Asrar qui fait du très bon travail, mais j'ai reconnu un petit peu du côté Torgal, tu vois, par moment, même, avec ses yeux bleus, ses cheveux noirs et tout. Et puis voilà, effectivement, parce que c'est dans les 2 numéros, hein, je pense que c'est un gimmick de toute la série, le côté, les pleines pages, c'est magnifique. C'est vraiment très beau. Mais où est passé le Aaron de Scalped, où est passé le Aaron de Seven Bastards, où est passé le Aaron de The Goddamned, même de Sea of Stars, quelque part. Moi, je le retrouve, je le reconnais plus. Et même là, je te dis, je me disais, King Conan, ça va être le King Thor de Conan et tout. En fait, non, c'est un arc de plus. Il est juste tout seul. Voilà. C'est limite, on dirait un peu comme dans les séries télé où quand on sait plus comment écrire un couple, on sépare les deux parce qu'on préfère les écrire individuellement. Là, tu te dis, pas parce que Aaron, il avait pas envie d'écrire le côté Conan qui vieillit et qui fait juste de la politique, en fait. Donc, il a dit, je vais le séparer de son royaume. Je vais faire ce Conan-là qui est tout seul, donc qui est rendu à l'aventure, qui est rendu à la barbaresque, etc. C'est pas inintéressant, c'est même bien, moi je trouve, je vous conseillerais de la lire si ça vous intéresse, si vous aimez bien Conan, etc. Sauf si vous êtes fan des vieux volumes de Buscema et Ram Thomas, ou si vous avez aimé ceux de Dark Horse, parce que c'est très différent. Mais en l'occurrence, si vous avez aimé le Conan de Aaron jusqu'ici, c'est dans la continuité. Par contre, il serait peut-être temps, qu'ils se prennent un petit coup de pied au cul, quoi. Ouais, on verra de toute façon si le coup de pied arrive avec les prochains numéros, parce que c'est en 4 numéros, je crois, au final. Donc en fait, on est déjà rendu à la moitié. Il me semble que c'est une mini-série en 4, hein. C'est tout petit. C'était comme King Thor, hein. C'était là, c'est tout petit. Allez, on en a fini pour le mainstream. On va faire un petit tour du côté des indépendants avec The Magic Order. Voilà, vous avez entendu peut-être un petit miaou, puisque effectivement, il y a désormais un chat à la rédaction. Qui aime bien mon ordi, apparemment. Il aime bien ce coin du canapé, du coup, il aime bien, ouais. Tu risques de l'avoir souvent à côté de toi. On continue, je disais donc, avec The Magic Order 2 de Mark Millar et Stuart Immonen. Donc, The Magic Order, c'était la première série de comics qui était publiée sous l'égide de Netflix, une fois que Mark Millar avait été racheté en tant qu'être humain par Netflix, tout simplement. Maintenant, Mark Millar est un produit Netflix. Il faut savoir que Netflix séquestre la femme et les gosses de Mark Millar dans un donjon avec un gros N rouge. Après, ils ont la belle vie quand même, parce que du coup, ils se font rincer tous les jours. Mais c'est vrai que Mark Millar s'est fait tatouer un tatouage, enfin un code barre sur le bas du dos, du coup. Sur le bas du dos? Ouais, là, tu sais, juste au-dessus des fesses, en fait, il a un énorme code barre Netflix et tout. Et il se fait faire des implants cybernétiques. Tout à fait, c'est vrai ça. Qui génèrent des scripts de comics pas terribles. À chaque fois qu'il parle, maintenant, il fait touloum. Ça va, frère? Ouais. Dès qu'il arrive dans une pièce, il fait touloum. C'est contractuel, il est obligé de faire ça. C'est ça. Voilà, donc c'est assez terrible. Et en plus, du coup, il voit certains, il voit quand même pas mal de ces comics être développés en adaptation pas terrible, genre Jupiter's Legacy, tu vois, c'est assez compliqué. Mais si la production de la série The Magic Order a pris du retard, beaucoup de retard, et notamment à cause du Covid, parce que devait y avoir un tournage en fait à Prague en 2020 au printemps, mais du coup au printemps 2020, si vous vous rappelez bien, c'était il y a 2 ans bientôt, eh bien il y avait le confinement généralisé, tout ça, donc le tournage avait été mis en pause, voire annulé en fait, reporté à plus tard. Mais en attendant, The Magic Order, ça continue en comics. Et puisque Olivier Coipel a fait un petit peu un jeu de j'y retourne pas, en fait c'est Stuart Immonen qui a repris les dessins. Donc là il y a quand même 3 numéros qui sont sortis, donc on est déjà à la moitié, donc ça permet un peu d'avoir un bon aperçu de quoi ça parle. Et grosso modo, ce que tu disais un petit peu quand on préparait le podcast, Corentin, c'est que c'est un peu une guerre de mafia, mais avec des magiciens. Ah bah complètement. Dès le numéro 1, tu vois, en fait, t'as le cousin du daron qui arrive, qui est vraiment dessiné comme James Gandolfini ou Joe Pesci. Enfin, c'est vraiment cette insertion. Oui, mais littéralement. Complètement. Mais plutôt you fucking bastard. Tu vois, c'est plus ça. Genre, c'est le côté vraiment l'italien américain des films post-modernes sur la culture des gangsters, en fait. C'est le gangster, cravate années 90 et tout. C'est bien, c'est rétro. Moi, j'aime bien. Enfin, ce personnage-là, il m'est sympathique, tu vois. En plus, vraiment, tu rentres dans le truc, il y a vraiment ce côté.
comment dirais-je ça sans être poli? Ces affreux immigrés roumains. Voilà, je vais dire ça comme ça, qui justement représentent souvent dans les trucs de truands, c'est le côté un peu violent qui vient de l'Est. Comme dans c'est Taken, du quoi. gangster. Ouais, C'est un peu enfin, c'est un peu le cliché, du coup, justement, des gangsters d'Europe de l'Est. Voilà, même dans Snatch, tu vois, avec ce qu'ils appellent les manouches, avec Brad Pitt, qui est pas du tout d'ailleurs d'origine d'Europe de l'Est. C'est rigolo. Mais tu vois, c'est que ce côté, en fait, il y a des nouveaux gangsters en ville, ils sont plus violents, ils sont plus hardcore, ils sont plus méchants, et ils ont une histoire qui remonte à la barbarie un peu plus énervée que nous, les Italiens, qui sommes un peu domestiqués depuis. Donc là, voilà, on va voir la famille traditionnelle affronter ce camp-là. C'est ça, puisque dans The Magic Order, donc, le postulat de départ, c'était que notre monde est protégé en secret par une famille de magiciens qui, grosso modo, donc ça s'appelle The Magic Order, qui, en fait, dans le premier volume, en fait, voyait ses membres se faire assassiner les uns après les autres par une personne qui avait décidé de prendre le contrôle. Là, grosso modo, ce qui se passe, c'est juste que la famille est toujours en place, le Magic Order est toujours en place, c'est la fille de cette famille, Cordelia, voilà, Moonstone, qui a repris les commandes après le décès de son paternel dans la précédente mini-série, et grosso modo, deux autres familles de magiciens qui sont effectivement en Europe de l'Est décident qu'il est grand temps que les choses changent, puisque il y a des siècles ils régnaient en maître sur leur territoire, ils se sont fait un petit peu bolosser justement par les Moonstone, et depuis ils doivent un peu se tenir en règle, et donc là ils décident que il est temps maintenant que leur famille à eux reprennent le pouvoir qui leur est dû, et donc vont s'attaquer à tout ça en allant rechercher des petits MacGuffin qui leur permettront d'invoquer toutes sortes de joyeusetés venues plus ou moins d'autres réalités. Ouais, alors déjà ce qu'il faut dire effectivement, comme tu viens de le préciser, c'est que c'est très différent du premier volume, dans le sens où le premier volume était vraiment une sorte d'enquête criminelle, mais c'était un drame familial un peu à la Millennium, pas exactement, mais c'était un drame familial avec une enquête policière insérée en parallèle avec un drame sur le côté, le père qui a perdu sa fille, etc. Enfin bref, c'était relativement classique. Moi, je trouve ça peu surprenant par rapport à Jupiter's Legacy, qui avait déjà cette espèce de dynamique familiale et que je trouvais beaucoup plus riche. Ouais. Je trouve que ça allait moins vite aussi. Donc. Que là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est plus généreux, déjà parce que tu vois davantage de lore. Dans le numéro 3, voilà, t'as ces espèces de Dom Ent, t'as ce gros monstre insectoïde. Enfin, t'as quand même pas mal de choses qui donnent des raisons de s'amuser. On voit aussi qu'Imonen, contrairement à Coppel, je pense, est dans un style plus classique, plus comics classique, et donc s'amuse avec les effets de particules, avec les effets de magie, les effets de couleurs, etc. Là où Coppel était quand même beaucoup plus dans quelque chose de très horreur, de très ambiance, très atmosphérique. Il y avait des scènes où il donnait de lui-même. C'est la scène de... Je sais plus si c'était une scène de baise ou une scène de masturbation de la sorcière qui avait un masque, enfin une sorte de cagoule de dominatrice. Ouais. Tu vois cette scène-là? Oui. Là, on n'est plus du tout là-dedans, on n'est plus dans un côté vraiment sinueux, on n'est plus dans un côté angoissant, on est vraiment dans un blockbuster. Il y a des grosses bagarres et tout, c'est plutôt cool. Non, mais c'est plutôt cool, c'est pas une critique. Je trouve que Miller s'en sort mieux dans cette écriture-là parce qu'en fait, il sait faire depuis très longtemps. Bon, moi, j'ai toujours aussi un problème avec le fait qu'ils se battent avec des baguettes, en fait, et que tu peux pas rendre une baguette badass, en fait. C'est un petit bout de bois tout fin. Ouais, mais c'est les effets qui les entourent qui rendent les choses badass. Ouais. Parce que quand même, il y a des explosions de violence aussi graphiques qui sont assez impressionnantes. Mais dans le flashback, tu vois Fantasy, justement, où t'as le mec qui combat ces grosses créatures et tout, il a un petit bout de bois, quoi. Enfin, c'est ridicule. Donc, arrêtez les baguettes et... Les mecs, c'est des magiciens, ils peuvent pas... Tu veux qu'ils fassent quoi? Parce que Gandalf, il a une baguette. Il a un grand bâton, c'est une grosse baguette. C'est beaucoup mieux. C'est une grosse baguette. Ouais, mais toi, c'est un problème de taille. T'as quelque chose à compenser, peut-être. tu veux nous dire quelque chose, comment? Exactement, voilà. C'est mon coming out, petite baguette. Donc, ouais, sinon, alors, au niveau de la gauche, je trouve ça un peu faiblard. Il y a quelques bonnes idées. Dans les dialogues, il y a toujours la petite énergie un peu brutale de Mark Millar qui, voilà, quand il fait que l'héroïne va coucher avec un gars, elle lui dit t'as bien 18 ans. Ouais, un petit. Tu vois, ces petites vannes toujours un peu crasseuses. C'est des restes de comment il écrivait avant, tu vois, parce qu'il écrit plus du tout avec le côté coke, pipe, enfin tout ce côté vraiment très MTV qu'il avait à une époque. Qu'il a complètement perdu. Il s'est calmé depuis. Il s'est complètement calmé. C'est comme au début je suis un hors sujet, de Sharky the Bounty Hunter, où tu sais, il y a Sharky qui couche avec une jeune femme qui a des prothèses cybernétiques. Ouais. Et en fait, lui, il en fait une allégorie justement sur la transition. Et tu dis, c'est pas mal, ça fait un peu punk et tout, ça fait un peu métal hurlant, etc. Pourquoi pas? Et après, le reste de l'histoire est très convenu, très basique. Là, en l'occurrence, vu que c'est une suite, j'ai pas lu beaucoup des autres suites qu'il a fait, c'est pas Second Coming.
American Jesus 2, je l'ai pas lu par exemple, mais là en l'occurrence, je trouve qu'il est plus libre que sur le premier volume. Tu vois, il y a pas ce côté, on veut faire une série Netflix. Il y a pas ce côté, c'est un pourtant c'est blockbuster le arrêté. cas, mais après voilà, le projet avance plus vite que l'adaptation clairement, donc peut-être qu'il a un peu les mains libres, et surtout qu'il a plus besoin de réintroduire l'univers. Ouais, c'est ça. Il y a Enfin, plus besoin d'avoir c'est- cet effet numéro 1 qui va être Ouais, la c'est mort. ça. Et en l'occurrence, ça donne un truc qui est plus classique, plus blockbuster, mais plus agréable aussi, je trouve. Puis il y a des personnages qui sont quand même assez stylés, enfin genre le côté justement un peu la madré roumaine Ouais. qui a quand même des pouvoirs, enfin la scène qui permet d'introduire ses pouvoirs Ouais. au parc qui est ultra gratos, tu vois, mais qui complètement, ouais. mais qui est vachement bien pour le coup, qui donne bien le ton. Ouais, Et- non, bien, Et qui bien pour le sûr. coup ramène à ce Millard un peu énervé qui hésite pas à avoir voilà Ça, pour le coup, le truc de la violence, il l'a jamais perdu. Ouais, c'est ça. Le côté de la gratuité de la mort, qui casse 2, rappelez-vous. C'était il y a quelques temps déjà qui casse deux aussi, donc Jupiter's Legacy, c'était aussi assez violent. Hein. Enfin, il y a toujours eu ce côté violent, mais ouais, non, dans l'ensemble, on est pas trop mal. Ça ferait un bon film de fantasy urbaine, comme tu dis. Tu me disais que c'était un peu raciste, de ton point de vue. bah oui, je trouve que la façon, enfin, ça reste un Écossais qui écrit des personnages d'Europe de l'Est de façon un peu, voilà, ça répond quand même à vachement de clichés, donc bon, faut garder ça en tête quand même, tu vois, c'est que ça fait très, ouais, c'est ça fait très cliché, je pense, sur les peuples de ces pays-là, quoi. Ouais, mais bon, c'est un trope, quoi, tu vois, Ouais. c'est triste à dire, mais Non, mais par rapport à l'adaptation, enfin, parce que je pense qu'il y a quand même toujours Ouais. ce schéma-là chez Netflix, faut bien se dire que clairement, si c'est adapté, ça va finir vraiment en Taken avec des pouvoirs magiques, hein, limite tu vois, enfin, ou ce genre de choses-là, tu vois, avec vraiment, voilà, les bad guys d'Europe de l'Est et tous voilà, c'est tous ça. des brutes en survêt chauve qui viennent de Avec quartiers tatouages très partout, pauvres avec des tatouages tu vois, qui veulent dire des trucs en prison, quoi. c'est quand même ultra cliché. Et ça, Ouais, faut mais les juste- promesses faut- de l'ombre, t'aimes bien. Oui. Tu vois, et c'est pareil. Non, mais bien sûr, mais faut juste en avoir Non, conscience, mais je suis quoi. d'accord avec toi, mais après, voilà, c'est comme à une époque, on écrivait les vilains russes dans les films d'espionnage. Ouais, mais non, après, j'ai envie de dire que les Américains, par rapport aux Russes, ils ont toujours pas compris. Regarde Black Widow. Hein. C'est vrai. Regarde Yelena qui parle toujours avec cet affreux accent nul. What do you mean, Arnaud? Ouais, c'est ça. Non, il y a un moment, faut arrêter. Ouais. Non, mais je te dis, en fait, je pense que eux, ils se disent qu'ils ont un passe-droit par rapport à ça, parce que la guerre froide a jamais vraiment été résolue, et que Ouais, il y a toujours effectivement ce côté un peu sanguin dans la culture russe, on va dire. Après, Russophone, faut leur reconnaître comment ils sont badass, tu vois. Et que... Ouais. De toute façon, le côté, voilà, survêt, tatouage, gangster avec un accent comme ça, c'est toujours un truc que tu vois dans tellement de fiction, quoi. Mm. Moi, à force, je fais même plus gaffe. Mais je devrais, parce que Bah c'est vrai que c'est pas justement, cool quand même. voilà, justement. Bah, merci Arnaud d'avoir soulevé ce problème. De rien. Lanceur d'alerte. Tu parles, ouais. Allez, Corentin, on continue du côté des indés et toujours chez Image Comics. D'ailleurs, on va rester chez Image Comics pour ce Back Issues avec des nouveautés. Là, on va s'intéresser à des nouveautés d'artistes qui grimpent, en fait, voilà, dont les noms sont clairement à retenir pour les prochaines années à venir. Et donc, on commence avec Rain. Le premier numéro donc de cette adaptation d'une nouvelle de Joe Hill, le créateur de Lock and Key et le fils de Stephen King, qui est donc adapté par Chris M. Booker. C'est ça le nom de l'auteur? Oui, alors continue, je vais te retrouver ça tout de suite. Donc ça au scénario, et je m'excuse si je me suis trompé de nom. Et, David M. Booher. Booher, pas Booker du Ouais. coup. Voilà, bon. Ok, Booher. Ok. Non, si. Ouais, bof. Oh, quand même. Bof, quand même. Oh, Voilà. j'aime Bon. bien, moi. Et au dessin, donc, c'est la dessinatrice anglaise Zoe Thorogood, qui donc, dont on vous avait déjà parlé plusieurs fois, puisque elle a fait un premier roman graphique dans les yeux de Billy Scott, qui arrive prochainement en VF chez Babel Edition, et qui a été très remarqué lors de sa sortie en Angleterre, et qui fait en fait que c'est une artiste voilà, qui a, je crois, 23 ans, qui est vraiment déjà extrêmement talenteuse et qui s'est fait remarquer par tous les grands pontes de l'industrie américaine après la sortie de cet album, puisque donc voilà, elle signe une mini-série dans un label qui est monté par Ashley Wood. Elle est en train de travailler pour un autre projet chez Marvel. Elle l'a laissé entendre sur ses réseaux il y a pas longtemps, on sait même pas ce que c'est, donc voilà, elle est direct dans la cour des grands. Et donc on va s'intéresser donc à ce premier numéro, qui grosso modo est très introductif et en fait expose juste le principe de Rain, qui est donc en fait une ville, enfin même une région qui est touchée par une pluie qui en fait littéralement c'est des éclats de cristal. Voilà, des éclats de cristal qui tuent tous ceux qui ne sont pas abrités. Ouais. Ça va pas plus loin que ça en fait, puisque c'est vraiment très introductif pour l'instant, c'est-à-dire que on présente les personnages, dont l'héroïne principale qui a une copine. Oui. Et la pluie tombe. Yolanda. Et ça fait plein de gens qui meurent.
Et, c'est vrai ça. Et on ne sait pas trop vers où ça va aller. Enfin, moi, j'ai pas lu la nouvelle, donc je ne peux. Vraiment, je suis. spoil. Bah non, je ne veux pas que tu me spoil. Okay. Mais voilà le premier numéro, grosso modo. Oui, tout à fait. Alors c'est, comme tu l'as dit, un numéro d'introduction de nouvelle imprint, puisque Image Comics partait dans l'idée de laisser des créateurs faire leur propre petite tambouille avec chacun des capitanats de différents projets, avec différents artistes. 6IJ, d'ailleurs, j'ai vérifié, ça veut simplement dire en fait des connexions de choses qui se ressemblent. Voilà, c'est comme ça que Ashley Wood, corresponding things, c'est comme ça que Ashley Wood le décrit. Donc ça veut simplement dire que voilà, il y a une connexion entre les artistes et les éditeurs. En tout cas, voilà, c'est passionnant d'avoir trop choisi un mot aussi compliqué juste pour dire ça, mais c'est pas grave parce que c'est Ashley Wood et qu'il est très fort. D'ailleurs, on oublie de le dire, mais il y a aussi une des premières pages, un premier aperçu de son propre petit essai ensuite, Unnamed. Alors rien du tout pour se mettre sous la dent. Hein. En l'occurrence, c'est vraiment rien. Il y a rien. Ryan effectivement reconnaît. Alors c'est comment dire. Si vous avez lu par exemple Basket Full of Heads, et d'ailleurs probablement que vous l'avez lu si vous nous écoutez. Si vous avez lu Plunge, vous voyez après comment écrit Joe Hill en général. C'est-à-dire que c'est un scénariste qui a un ton très classique, très hollywoodien, très Hollywood années 80-90 Amblin, dans lequel va s'insinuer une sorte de noirceur grandissante. Quelque part, c'est normal, c'est le fils de Stephen King. Donc forcément, il a dû prendre un peu ton écriture, voilà, pareil, très, très accessible immédiatement, des personnages très vite identifiés. Là, on a le petit quartier sympa où tout le monde se connaît. On a le gamin trop mignon et l'héroïne qui est un peu la grande sœur d'adoption de ce gamin trop mignon, comme tu l'as fait dans des tonnes de films, dans des tonnes de séries, dans des tonnes de bouquins. T'as donc la romance lesbienne entre ces deux personnages-là qui est évoquée vraiment telle quelle, puisqu'on t'explique bien qu'il y a un propos par rapport au coming out, par rapport aux parents qui acceptent ou qui n'acceptent pas. Ce côté un peu monde enchanté où tu sens évidemment que tout va se péter. Ce qui est intéressant, c'est qu'il te le dit direct. Tu vois, il te dit directement, en fait, elle va claquer, quoi. C'est comme ça, et tu vas rien faire. Et tout le monde va mourir dans le coin, à part moi et le petit, et quelques autres rares chanceux. Donc moi, je ne peux pas vous spoiler ce qui se passe ensuite. D'autant que c'est pas forcément de façon très surprenant. Hein. Mais voilà, c'est une nouvelle qui a été publiée dans un anthologie qui justement parlait beaucoup d'allégories horrifiques à travers la météo. Ça s'appelle Strange Weather. Qui est un petit recueil de nouvelles de Joe Hill. Donc, pour commenter ce qu'on peut commenter, donc c'est écrit sur Halloran aux couleurs aussi, qui sont très jolies. Moi, j'avoue, The Thorogood, je trouve ça joli, je trouve ça beau même, c'est intéressant comme trait. Je trouve ça encore un peu plat au niveau des visages. Ouais, de relief, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça fait très bloc BD, je trouve. Pas dans le mauvais sens du terme, parce qu'il y a des très bons blocs BD, mais ça fait très, dessin Insta, on va dire. Et je dis pas ça, je dis parce que c'est une fille, hein, évidemment, mais je trouve que... le sexiste. Mais non, pas du tout. Je trouve que ça correspond bien, justement, à l'ambiance et de ce bouquin-là, qui est très proche de ses personnages, qui est très dans les motifs, qui est très dans, justement, beaucoup de trucs passent par le dessin du visage de l'héroïne, tu vois, qui est un peu le vecteur émotionnel de toute l'intrigue. Il y a un ancrage aussi qui est très ciselé, je trouve, qui est très agréable pour le coup, avec, tu sais, des espèces de contours qui sont nets, mais qui des fois dérivent un peu, débordent un peu, des ombrages qui sont en hachure, qui sont très jolis. L'emploi des couleurs est top. Pour le coup, c'est vraiment très joli. Les fonds, tu sais, un peu... Mais t'as pas encore lu Billy Scott, du coup. J'ai pas encore lu Billy Scott, non. C'est pareil au niveau du dessin? Non, justement, ça a évolué un petit peu, mais moi, ce qui m'avait frappé, parce que Billy Scott, c'était quand même un récit qui était très ancré dans le réel, mais qui avait quand même quelques fulgurances où, parfois, l'héroïne avait des visions ou des cauchemars et qui montraient, en fait, que Thorogood, en fait, quand elle veut se lancer dans l'imaginaire ou l'horrifique, en fait, elle a encore plus de talent déjà, alors que je trouve que juste elle dessine bien, enfin qu'elle a un trait déjà qui est assez atypique, qui a vraiment une patte. Mais en plus, quand elle part dans autre chose que le réel, pour moi, il y a vraiment un truc de ouf. Et elle travaille aussi sur un autre projet en Creator One qui s'appelle I Might Be Evil, je crois, où elle a fait pas mal de posts sur Instagram où vraiment il y a des créatures qui sortent tout droit d'un film de Miyazaki, mais qui font peur. Et je te jure que voilà, elle a quand même quelque chose. Et là, honnêtement, sur la représentation justement de la pluie, c'est ce que j'attendais vraiment, en fait, c'est de voir, maintenant qu'elle a quand même montré un petit peu ce qu'elle pouvait faire de son propre côté, dans le, on va dire, dans le terre à terre. Vas-y, quand c'est dans l'horrifique, qu'est-ce que tu peux faire? Et en vrai, je trouve que c'est mortel. Vraiment, elle est glaçante, cette scène, elle est vraiment glaçante, en fait. Oui. Et c'est de la glace, on sait pas. Mais effectivement, ouais, c'est cool si tu veux. Après,
Je vois un peu qu'il y a une sorte de hype contemporaine qui s'établit autour de The Toro Good. Non, on fait juste du forcing pour vendre des BD après. Tu crois qu'on est complètement corrompu. Attends, mais qu'est-ce que tu crois? Pourquoi tu me dis ça à moi, Arnaud? Bah oui. Moi aussi, je suis corrompu, tu sais. Mais oui. On est tous corrompus autour de cette table. Allez, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment une sorte de petite hype et je trouve ça cool parce qu'effectivement, c'est une artiste qui est très prometteuse. T'as sorti le champagne ou pas? Est déjà, non, c'est la coke, qui est déjà assez talentueuse pour son âge. Et qui effectivement est déjà validé par Ashley Wood, voilà, qui a déjà fait des produits en Creator Own qui sont apparemment, dans ce que tu me dis, assez intéressants. Mais tel quel, pour l'instant, si tu veux, Rain, je ressens pas encore le côté Basket Full of Heads, justement. Bon, après, c'est parce que moi j'ai eu la chance de feuilleter la nouvelle pour préparer mon article à l'époque. Et en fait, quelque part, c'est relativement. Enfin, je sais, grosso modo, que ça va pas être justement du Basket Full of Heads, ça va pas être une histoire à suspense comme ça et tout. Ouais. Donc, tel quel, ce que je vois me plaît. J'aime bien, mais je trouve que c'est un dessin qui manque peut-être encore un petit peu de relief évidemment, mais tu sais, j'ai un problème avec les yeux en fait, les yeux de l'héroïne, ce qui vraiment. Toi, tu fais très attention aux yeux des personnages. Mais toujours, mais c'est un truc qui me, parce que je trouve que c'est là parce que les yeux sont le miroir de l'âme. Non, mais c'est là grosso modo que tu peux être le plus expressif quand t'es un dessinateur, parce qu'en fait, il y a rien de plus compliqué à rendre que justement, comme c'est beaucoup de l'émotion. Tu vois, là, tu me regardes bizarrement. J'ai peur parce que t'as les yeux malsains, donc tu le sais là, quand même. Oui, espèce de dieu mi-clos bizarre là, tu vois. Pour ça que moi, j'ai les yeux fatigués, tu vois, j'ai les yeux fatigués de merde. Et souvent, il y a des gens qui ne font pas forcément l'effort d'essayer de trouver des façons différentes de dessiner les yeux. Là, c'est super intéressant parce que elle a des yeux très expressifs, mais limite trop expressifs, l'héroïne. Ses yeux énormes qui bouffent le visage et tout. Et ça me fait bizarre parce que étant habitué à lire des comics en général, t'as toujours une sorte de technique qui est juste 2 coups de crayon et un cercle, quoi, grosso modo. Donc, je saurais pas comment décrire ça, mais je trouve ça intéressant. Après, je sais pas encore si moi je suis forcément vendu à la hype The Toro Good, je trouve ça chouette. Mais il n'y a pas de hype, en vrai, c'est juste qu'on a un tout petit cercle de gens qui avons pu un peu lire ces choses, mais après, il faudra attendre de voir si ça arrive à se concrétiser quand ces titres arriveront vraiment en France. Donc, parce que Billy Scott, moi je trouve ça mortel, mais. C'est quand même un succès critique, non, Billy Scott? Non, c'est un gros succès, mais combien il y en a des succès critiques qui se transforment pas du tout en réussite commerciale. Tu parles de Prez? Je parle de Prez, je parle de Spaceman, je parle des Lumberjanes, je parle de. Personne n'a lu Spaceman, hein. Même la critique a pas lu Spaceman. Non mais je veux dire, il y a plein de titres qui connaissent vraiment un énorme succès critique aux États-Unis. Et pour le cas, c'est jamais ou en Angleterre, et pour le cas, ça a du mal à se transformer parce que et souvent, quand c'est ce genre de registre de bande dessinée quand même très indé, très marqué, indépendante, avec un style qui demande à être apprivoisé, on va dire, par rapport à c'est plus marqué, c'est moins conventionnel, donc forcément, ça risque de déplaire, on va dire, à une majorité du public. Tu vois très bien de quoi on parle. Mais toi qui lis justement plus de romans graphiques, je suis désolé, hein, je veux pas faire un critère différencié en mode c'est une artiste féminine, donc forcément elle dessine comme une nana. Mais c'est vrai que je trouve ce trait justement, et puis je trouve pas que ce serait un défaut en fait, ce trait est justement très expressif, très très féminin, je pense. Enfin, tu vois, avec justement c'est ce côté. Qu'est-ce que ça veut dire un trait féminin? Il y a une façon justement de pas aller vers des découpages grosso modo trop classiques, d'aller vers l'émotion. Mais tu vois, il y a des notes d'intention. Cette scène-là, par exemple, qui est super jolie. Je te dis, moi, en fait, ça m'évoque ce que je vois sur des blogs BD que je trouve très cool, ou sur des posts Insta, etc. Enfin, des artistes sur Insta, etc. Après, est-ce que ça ressemble à cette mode du roman graphique qui, justement, cible un lectorat, c'est pas non plus, c'est le temps de le dire, plus féminin, à ton avis? Parce que toi, moi, j'y connais rien, ces BD-là, tu vois, ces grandes artistes modernes qui ont un public fidèle, qui... Après, je sais pas, enfin, je pense que le fait que de vouloir forcément relier ça au genre, c'est pas forcément le truc le plus pertinent. Mais le fait c'est que c'est quand même une industrie qui, pendant de très longues années, justement, a été exclusivement, enfin quasi exclusivement masculine, et que justement, vu que l'industrie, ceux qui sortaient sur papier, recrutaient que des mecs, effectivement, en fait, où ce que les autrices et les artistes dessinatrices ont publié, par d'autres façons, donc soit en auto-éditant des choses, ou alors justement sur internet avec des blogs. C'est peut-être le lien que là en fait que tu fais. C'est que mais après, les artistes masculins, justement, vu qu'on a fait des BD pour eux depuis qu'ils sont petits, ils ont été habitués à suivre une école de dessin, tu vois. C'est le cas des super-héros depuis toujours. On parlait de Stuart Timonen. Stuart Timonen, ce qu'il fait justement, c'est très classique par rapport aux dessins de super-héros, aux dessins de comics mainstream. Que là, justement, comme tu l'as dit, on a exclu ces lectrices-là, en fait, de ce cercle très mainstream, très grand public. Elles ont trouvé d'autres façons de dessiner, d'autres écoles, d'autres influences. On sait qu'elle est très fan de Junji Ito, par exemple. Clairement. Toro Good, d'ailleurs, ça se voit un peu, hein, je trouve. Et justement, ce que je te pose comme question, c'est par rapport à cette scène du roman graphique
ces artistes qui échappent à DC, Marvel et Image. Ouais, moi je la relirais pas forcément justement au Raina Telgemeier, au Molly Ostertag et tout ça, ou Noel Stevenson, parce que c'est encore une autre école de dessin qui est quand même plus, parce que là il y a quand même une approche, parce que justement tu vois, justement c'est que Ostertag, Stevenson et tout ça, je les affilie plus à une école de on va dire de comics jeunesse en fait, ou young adult en fait, avec quelque chose qui tend vers l'animation en fait, grosso modo, qui me rappelle un peu ce qui se fait dans le dessin animé. Alors que là, il y a quand même une apparence du dessin qui clairement pour moi montre que c'est pour adultes en fait. Tu vois que c'est pas du tout pour un lectorat adolescent ou. Encore que l'horreur aussi comme ça peut être un truc. Pour du 15-16 ans, tu vois, mais pas pour du 12 ans. Non, bien sûr. Mais c'était pas un critique. Enfin, je peux pas faire une critique genrée si tu veux. C'est juste. Moi qui ne connais pas ce qui se fait justement sur ce secteur-là, je me demande si je suis pas non plus proche des sensibilités de ce truc-là que des sensibilités du Image Comics classique, parce que moi je l'approche plus de sensibilité de vraiment juste en fait de dessinateurs ou de dessinatrices qui en général se font pas publier par des majors. En fait. Ouais, c'est ça. Mais je vois, même Billy Scott. Tu vois pas des influences avec d'autres trucs que t'aurais lu dans ces machins-là, toi? Non, pas trop. Non, justement, parce que je trouve que c'est encore différent, en fait. Ok. Justement, sinon je l'aurais dit, hein, tu vois, mais limite, j'allais dire, ça me fait penser presque à du Bagieux, en fait, limite, tu vois, dans l'école de dessin, en fait. Quitte à vouloir faire des rapprochements comme ça. Ça ressemble pas, mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire, ouais. Dans l'approche du trait. Enfin, toujours est-il que du coup, ça t'a plu ou pas quand même? Moi, ça m'a plu. Oui, j'ai ça bien m'a aimé. plu, bien sûr. Mais je l'ai pas dit, ça, déjà. Si, ça m'a plu, ouais. Ok, bien, très bien. Eh bien, on va terminer. Moi, de toute façon, Joel, je suis client en général. Hein. Je sais pas. C'est pareil, j'ai jamais eu un truc qui m'a dit, waouh, putain, c'est le plus grand de tous les temps. Mais par contre, voilà, Basket Full of Heads, j'ai adoré. Horns, j'avais adoré. Plunge, c'était bien aussi. Hein, Plunge, c'était super bien, effectivement. Bon, je pense que c'est plus pour vous autres, les fans de Lovecraft. Et voilà, petit crew. Vous autres. Non, mais pour toi, pour Beaujouan, pour Sullivan, etc. Moi, j'avoue, Lovecraft, c'est de très loin, hein, mon amour de Lovecraft. C'est plus dans les BD Lovecraft que j'ai découvert Lovecraft. Longue phrase. Mais ouais, non, c'est cool. Et puis voilà, donc, rapidement, quand même, pour Unnamed, donc, la BD d'Ashley Wood sur un vampire. Voilà, c'est aussi simple que ça, qui quitte Copenhague pour aller à Londres. On voit rien du tout, à part, voilà, juste du très beau Ashley Wood, comme d'habitude. A priori, ce serait une sorte de vampire à la Nosferatu. Ce sera son projet à lui pour démarrer la série. C'est quand même très beau, ça. On dirait un peu Grant Morrison. Parce que c'est un personnage chauve. Donc, ouais. Moi, pour l'instant, de ce qu'on voit de CCJ, ça a l'air quand même assez ambitieux. Ouais. Et effectivement, le fait simplement qu'Ashley Wood, justement, aille donner du travail à Thorogood dans un éditeur qu'on pourrait considérer comme mainstream pour faire de l'horreur avec Joe Hill, c'est effectivement que demande le peuple, hein, j'ai envie de dire, Arnaud. Tout simplement. T'es d'accord? Oui. C'est cool, ça. Et donc, on va conclure. Allez. Avec le dernier titre abordé. Et j'ai envie de pousser un petit cocorico, puisque ça nous vient d'un artiste auteur français. Pousse-le, vas-y. Donc, non, je vais pas faire ça au micro, Corentin. Les gens ont une belle vie, passent très certainement une bonne journée. Ils ont pas envie que je la leur gâche avec une imitation de coq. Monkey Meat, donc nouvelle mini-série anthologique de Juniba, donc qui est auteur dessinateur français et qui a déjà publié Jelaya chez TKO, donc c'est un petit roman graphique, et donc là qui revient avec un projet très expérimental qui s'appelle donc Monkey Meat, qui s'intéresse à la Monkey Meat Factory qui est placée sur la Monkey Meat Island, donc une énorme corporation qui a trouvé l'opulence et la richesse en vendant de la viande de singe en canette, enfin en conserve, et qui grosso modo, on nous présente juste en fait cette vision complètement satirique de l'entreprise, à la fois capitaliste, totalitaire aussi, qui contrôle tout de tout ce qui se passe, qui veut absolument pas qu'on s'intéresse vraiment aux coulisses de son entreprise, et puis qui littéralement va jusqu'à pomper l'âme de ses employés pour en faire des produits après. Donc j'en dis pas plus, mais il faut vraiment le prendre au sens très littéral, premier degré du terme. C'est complètement barré. Moi je sais pas trop vers où ça va au sortir de ce premier numéro, mais par contre il y a une envie juste de défouloir un petit peu à la fois sur ce que ça dit sur un peu, on va dire la vision peut-être un peu caricaturale, mais de l'entreprise toute puissante, et aussi même graphiquement, voilà, il y a plein, c'est très expérimental, c'est un trait vraiment très atypique là aussi. Mais ça mêle le dessin avec quelques explosions graphiques et des fausses pubs, de la façon dont ça parle en fait au lecteur de façon très propagandiste et tout. Il y a quelque chose d'un peu Starship Troopers aussi là-dedans, et qui est super super amusante en fait. Donc je trouve que on s'amuse bien. Je suis conscient je pense qu'il y a quelques problèmes de lisibilité parfois sur certaines planches,
Mais dans l'ensemble, tu vois, parce que Juniba, de ce que je crois connaître de sa carrière, enfin, il démarre, hein, enfin, il en est encore au début de ça, c'est pas. Ouais, complètement. Ouais. Il, Comme Toro Good, tout ce que tu disais au début de podcast, c'est des gens qu'il faudra suivre dans les années à Ouais, venir. c'est ça. Que... Et donc voilà, donc il y a plein de choses qui sont forcément perfectibles et tout ça, mais par contre, ouais, c'est fun, c'est vraiment super fun, et surtout que ça participe à la continuité justement de ces comics de bouffe en fait, enfin qui utilisent qui utilisent l'industrie agroalimentaire pour raconter souvent, parce que très souvent de la satire en fait, et parfois même des choses un peu plus horrifiques. Mais il y avait je me rappelle plus, The Beef notamment, qui était vraiment très 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 drôle, dont j'ai encore un très bon souvenir. Et donc ça, je trouve que ça s'inscrit un petit peu dans ce genre de la dystopie alimentaire. La dystopie alimentaire. Avec Gejiro, The Beef, Starve de l'affreux Brian Wood, mais qui était une bonne BD malheureusement, etc. Ouais, mais là, c'est alimentaire hein, évidemment, mais à mon avis, on est quand même plus proche de. Un peu presse dans l'esprit aussi quand même. C'est un peu presse dans l'esprit. On est plus proche d'une sorte de série à la Cartoon Network, on va dire au niveau du côté délirant du projet. C'est-à-dire que c'est assez compliqué en fait de voir au-delà du côté, ok, c'est à la fois Amazon, à la fois c'est McDonald's, Coca-Cola, à la fois c'est une critique des milliardaires, de la pollution, l'exploitation de la terre, de comment les capitalistes nous contrôlent, comment même les capitalistes contrôlent le dieu. À un moment donné, ça va par là. Il y a un côté aussi un peu Charlie à chocolaterie dans le process industriel complètement absurde et innommable de l'usine de bouffe qui en fait échappe complètement aux lois de la nature. Hein. Donc c'est pas mal en fait. Moi, c'est vraiment un plaisir graphique hein, avant d'être un plaisir scénaristique. J'avoue que comme toi, j'ai un peu du mal à comprendre où ça va. J'y vois du Tartakovsky aussi un peu dans l'utilisation des contours, dans l'utilisation de comment dire, des arrière-plans et des décors en général, et aussi voilà du côté très anguleux et très coloré. C'est comme Haku dans Samurai Jack, tu as un petit peu cette énergie là aussi. Maintenant, ouais, effectivement, c'est un peu le foutoir. On sent effectivement que Juniba, on est un peu au début de sa carrière. Aussi, j'ai vu beaucoup de très bons retours critiques hein, qui justement disent que c'est tellement bizarre, tellement peuplé d'énergie, et qui voient les mêmes références justement à la Roald Dahl et tout, que finalement ça leur va très bien. Moi, j'admets qu'en fait, quelque part, j'étais un peu enthousiasmé parce que récemment, il parlait justement du projet Nemo, où le synopsis m'envoyait du rêve. Là, quelque part, déjà, j'étais pas au courant que c'était une anthologie, donc tu découvres le numéro, tu dis ouais, ok, pourquoi pas. Donc ça va être les habitants en fait de la Monkey Meat Island, simplement de numéro en numéro. Mais ça va tellement loin très vite en fait que t'as l'impression qu'il veut tout dire, qu'il veut tout mettre ensemble, tu vois, à la fois capitalisme agroalimentaire, destruction de la terre, les salauds de patrons, puis le côté puis un peu même le côté religieux qui est complètement taré quoi. Ouais, bah oui, il y a littéralement Dieu dans la BD. Hein, mais ça, c'est à la limite, c'est un côté un peu provoque que je trouve cool parce que comme il se moque de limite, tu vois très bien qu'en fait c'est complètement punk, mais au sens premier, c'est-à-dire que c'est punk, mais c'est aussi désordonné, tu vois. Parce que la musique punk était connue pour être désaccordée, pour être vraiment pas forcément très agréable à l'oreille, mais elle voulait juste casser et tout. Puis dans les concerts, ils pètent leur guitare et ils balancent des pintes de bière à la gueule de leur public. C'est ça. Du coup, c'est un bon projet, mais de ce que j'avais lu de Jelia, c'était plus construit quand même. Ouais. Là vraiment voilà, c'est juste un petit délire qui s'autorise avec justement la chance d'être anthologique. Il peut se faire plaisir, je pense. Je pense que ça peut aborder des registres assez différents d'un numéro à l'autre. Il faudra avoir la confirmation avec le numéro 2, mais j'ai l'impression que le 2, tu vois, va pas du tout être dans le même délire. Ouais, non, je suis sûr. Enfin, j'en suis sûr, pardon, etc. Effectivement. Oh là là, je m'embrouille dans mes pensées. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal, en tout cas, c'est beau. Et tout à l'heure, je disais effectivement le côté Juniba qui se positionne très vite sur les thèmes politiques, très vite sur des thèmes d'actualité. Comme s'il en avait déjà marre alors qu'il en est qu'au début de sa carrière, entre guillemets, tu vois, il a pas forcément envie de tendre la patte et tout. Remarque qu'il avait envoyé un tweet à Marvel en disant ouais, je pourrais dessiner Spider-Man si vous voulez. Il a fait un Spider-Man qui était magnifique. Il a fait il est sur un annual de Tortue Ninja aussi, hein, d'ailleurs. Ok. Mais à la rigueur, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà, je le verrais bien travailler chez 619. Mais j'aimerais bien, en fait, qu'il travaille avec un scénariste. Parce que pour moi, il est très doué, mais il manque encore la compréhension, justement, de comment ne pas se perdre, on va dire, dans ces différentes allégories. Encore une fois, pour moi, c'est une bonne lecture, hein, je trouve, je me suis amusé et tout. Et puis c'est tellement riche graphiquement, tu as des influences même de Bruce Timm quelque part dans les publicités et tout, au début avec le Petite Famille Parfaite et tout. Ça fait très dessin animé, ça fait très, vraiment, ça fait très Cartoon Network, bonne époque, le Dexter, Johnny Bravo, etc. Et en même temps, ça fait vraiment, comme tu dis, tu finis le numéro, tu te dis, ouais, ok, d'accord, mais bon, c'est Gorillaz avec un propos industriel, quoi. C'est bien, c'est sympa. Mais peut-être qu'effectivement, ça aurait été mieux de faire une vraie
reprise de Charlie à la chocolaterie où juste tu suis le voyage pendant 6 numéros d'une bande de normies qui vont voir l'usine, etc., et qui s'aperçoivent qu'en fait ce qu'ils mangent c'est dégueulasse, que c'est produit de l'exploitation humaine, sur de la nature, etc. Et en définitive, t'as plus un côté grand cirque, un peu mélodique, un peu énergique, etc. Ce qui est pas désagréable, mais moi j'avoue j'avais des attentes différentes sur ce projet-là. Ouais. Donc maintenant j'espère que les numéros suivants seront plus cadrés, ou pas forcément d'ailleurs, ou seront juste encore plus dingues, et que après, une fois qu'il aura fait ça, Johnny Bab pourra faire son Capitaine Nemo post-effondrement. Ouais, effectivement, très bien. Et bien voilà, une bonne heure, voilà, c'est nos petits formats, c'est nos petits formats, les formats courts de First Print. Donc c'est la fin de ce Back Issues VO. On reviendra très prochainement pour refaire un petit point sur quelques sorties VF. Et on espère, d'une part, que ça vous a plu. On espère qu'on a réussi à susciter à minima un petit peu d'intérêt pour certains des titres qui ont été évoqués. N'hésitez pas à nous dire si ce que vous avez lu récemment en VO, à nous le signaler dans les commentaires du site ou sur nos réseaux sociaux. On vous rappelle aussi que si vous voulez soutenir le podcast indirectement, on a des liens qui permettent de commander les comics s'ils sont disponibles chez nos amis de Comics Zone. Donc ça vous permet de soutenir à la fois une librairie indépendante de qualité et un podcast indépendant de qualité également. Si tu permets juste de faire un correctif, on a dit tout à l'heure que Johnny Bab était français, il est quand même né au Sénégal au départ. D'accord, ok. Je voulais juste le préciser au cas où les gens ne sauraient pas. Donc il est franco-sénégalais. Ouais. Et donc, je disais oui, donc vous pouvez nous soutenir de cette façon-là. Et puis nous avons toujours aussi une page Tipeee ouverte 24/24 pour aider à pérenniser le podcast. Sur ce, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Salut! Yo. Putain, c'est... franchement... Qu'est-ce qu'on est nul, vraiment. Ouais. Dire que des gens soutiennent ça.